Je m'appelle Julien Viau, j'ai 22 ans et je suis aspirant de marine sur la frégate à voile La Flore. Je viens de prendre le pseudonyme de Pierre Loti. À 8 heures du matin, la vigie signale la terre. La silhouette de l'île de Pâques se dessine légèrement. L'île de Pâques n'est sur le passage de personne. On l'a découverte par hasard, et les rares navigateurs qui l'ont de loin visitée en ont fait des récits contradictoires. Nous allons, non pour l'explorer, mais pour y prendre, si possible, une des antiques statues de pierre que notre amiral voudrait rapporter en France. Mon travail a pris une tournure officielle. L'amiral m'a chargé de réaliser certains croquis pour accompagner le rapport qu'il doit faire au ministère de la Marine à Paris. Nous allons trouver sans trop de peine la passe au milieu des brisants. Arrivé à terre, la population de la baie se couvrit en un instant d'indigènes. Tous ces hommes sortaient comme par miracle de petites huttes tellement basses qu'elles semblaient incapables de receler des êtres humains. Ils s'agitaient tous dans l'obscurité, avec leurs lances de silex, leurs pagaies et leurs vieilles idoles. C'était bien l'île de Pâques, telle que je l'avais rêvée. L'idée m'ayant pris de dessiner la figure de l'un d'eux, avec ses tatouages compliqués, l'admiration fut à son comble. Toutes ces figures, auxquelles le tatouage pouvait donner un premier abord farouche, étaient pourtant pleines de douceur et de bonté. Dès le premier jour, j'ai conquis des amitiés particulières avec deux jeunes garçons, Atamu et Uga, et deux jeunes filles, Marie et Iwaturiti. De longs tatouages bleus courent sur leurs jambes et leurs flancs. Quel étrange pays! Nous traversons des plaines désolées, on dirait un cimetière immense. L'absence complète d'arbres à l'île de Pâques est d'autant plus singulière qu'elle n'a pas toujours existé, puisque les indigènes ont des idoles et des pagaies très anciennes, faites de magnifiques pièces de bois des îles. Rapa Nui est le nom donné par les indigènes de l'île de Pâques. Et rien que dans la consonance de ce mot, il y a, me semble-t-il, de la tristesse, de la sauvagerie. Les indigènes appellent Moai ces monuments mystérieux qui remontent à des époques incalculables. Moai signifie proprement sépulture. Au bord des plages, il y a des terrasses faites de pierres immenses et elles sont chargées de pesantes idoles. Certaines ont été renversées, la tête en bas. On éprouve des sentiments nouveaux et intraduisibles en se promenant dans cette immense solitude au milieu de cette population pétrifiée. Après 3 heures de marche, de l'autre côté de l'île, debout, sur le versant du cratère, de grands personnages semblent nous regarder venir. Enfouis en terre jusqu'aux épaules, ils regardent le ciel. Ils sont plantés sans ordre et regardent de notre côté comme pour savoir qui arrive. Et qui dira l'âge de ces dieux, tout rongés de lichen? Ils paraissent avoir la patine des siècles qui ne comptent plus. Tant de blocs taillés, remués, transportés et érigés attestent la présence ici pendant des siècles d'une race puissante, habile à travailler les pierres et possédant d'inexplicables moyens d'exécution. Comment s'y sont pris ces hommes primitifs? Combien leur a-t-il fallu de siècles pour exécuter ce travail gigantesque et faire descendre de si haut tous ces personnages qui se comptent par centaines jusqu'en bordure de l'océan? Au fur et à mesure de nos déplacements,
j'ai exécuté le plus fidèlement possible des croquis des paysages et des monuments pasquans et tenu à jour mon cahier de bord. Il me fallait esquisser sur mon album ma hâte fiévreuse pour noter tous ces aspects et rendre plus particuliers et plus étranges les souvenirs que cette vision m'aura laissés. L'avant-dernier jour, nous avons fait à bord de grands préparatifs pour l'enlèvement de la statue, avec une corvée de 100 hommes, des cordes, des leviers et des pinces. Les indigènes s'étaient réunis en foule sur la plage et poussaient des cris perçants. La scène qui se passa dépasse en horreur tous les massacres les plus fameux dans l'histoire, et les indigènes, entraînés par l'exemple, se montrèrent vandales autant que nous-mêmes. Pour mes esquisses personnelles, j'ai fait une reproduction de pure fiction de cette cérémonie, voulant recréer l'atmosphère des anciens cultes. Au bout d'une heure, tout était bouleversé. Les statues brisées, chavirées. On ne savait pas encore laquelle aurait l'honneur de se voir couper la tête pour aller figurer au Louvre. La chute de la statue choisie a été le signal d'une danse générale. Les sauvages lui sautaient sur la figure et sur le ventre. Nous allons remporter non pas tout le corps, mais seulement la tête, qui pèse déjà 4 à 5 tonnes. Alors, on s'est mis en devoir de lui scier le cou. La tête de ce dieu de pierre fut échangée contre une redingote de l'amiral. Je notais que le déséquilibre de ce commerce était dérisoirement mesquin. Les hommes de Rapa Nui connurent l'horreur d'être trop nombreux, de s'affamer et de s'étouffer dans l'île dont ils ne savaient plus sortir. Alors, survinrent entre les tribus de grandes guerres d'extermination et de cannibalisme. Le 8 janvier 1872, 5 jours après notre arrivée, la frégate La Flore reprenait la route en rapportant son précieux chargement. Mes 4 amis sauvages ont été très frappés de mon départ. Quant à moi, j'éprouvais un serrement de cœur en leur faisant mes adieux, et entre nous, l'éternité commençait, car je ne reviendrai jamais. J'ai été le témoin privilégié de cette partie du monde, parce que j'avais l'intuition d'en conserver, grâce à mes dessins, l'image de la postérité. Je crois que peu à peu, l'âme des anciens hommes de Rapa Nui ont pénétré la mienne.